notamment un grand accident, mais pas catastrophe. Les écologistes dénoncent les mensonges du lobby nucléaire. Des dizaines de milliers de sauveteurs et de soldats mobilisés, le Japon découvre progressivement l'ampleur de la catastrophe. Les ports de la côte nord-est ont été particulièrement touchés. Pays qui est encore sous le choc, sentiment que nous confirmera ce soir François-Xavier Ménage de Tokyo. Les étrangers restent attendus sur place. La France envoie dès cette nuit 2 unités de la sécurité civile. Mobilisation aux États-Unis, des soldats américains en renfort au Japon. Nous ferons le point avec Apolline de Malherbe à Washington. Après le séisme et le tsunami, une explosion dans une centrale nucléaire au Japon. Un bâtiment soufflé dans l'une des plus grandes installations de ce type au monde. Un complexe où se trouvent en fait 6 réacteurs installés au bord de la mer. Explication Julie Guillaume. 15h36, heure de Tokyo. Ce qui était tant redouté se produit finalement. Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima. Le bâtiment abritant le réacteur numéro 1 s'effondre. Un inquiétant nuage gris se profile au-dessus du site. L'agence de sécurité nucléaire japonaise se veut pourtant rassurante et juge peu probable que le réacteur ait été sérieusement endommagé. Pour le moment, nous essayons de déterminer les circonstances de l'explosion. En analysant la situation et en regardant toutes les informations importantes, nous cherchons la bonne réponse à apporter. Mais les premières analyses ont de quoi inquiéter. Ce matin, dans la salle de contrôle du réacteur numéro 1, le niveau de radioactivité était 1000 fois supérieur à la normale. La radioactivité perçue à l'extérieur en 1 heure atteignit la limite à ne pas dépasser pour un être humain par an, sous peine de grave danger pour la santé. Les autorités ont ordonné aux habitants d'évacuer la zone dans un rayon de 10 puis de 20 km autour de la centrale. Je pense que maintenant nous sommes en sécurité, mais j'ai peur que les radiations nous aient déjà atteints. À plus large échelle, les autorités conseillent fermement aux Japonais de rester confinés chez eux. Le mieux, c'est de rentrer chez soi, on peut les circuits, notamment de ventilation, de limiter les déplacements à l'extérieur au plus nécessaire, et de se doter dans ces cas-là de masques de période humide des particules. Le Premier ministre japonais a appelé ses concitoyens à rester calmes, assurant que le gouvernement ferait tout son possible pour protéger la santé des habitants. La Commission européenne a prévu de son côté une réunion sur la sécurité nucléaire en début de semaine pour tirer les leçons de la situation. Enseignement donc des catastrophes déjà qu'on est sous le choc toute la journée. Les télévisions diffusaient les images de cette explosion de la centrale d'Aichi à Tokyo, l'envoyé spécial de BFM TV, François-Xavier Ménage. Vous savez peut-être plus qu'ailleurs, les Japonais veulent afficher leur calme. Alors évidemment, c'est un calme relatif quand on sait que justement les messages d'actes se succèdent à la télévision et quand on sait que la zone d'évacuation a été élargie dans l'après-midi. Ça n'a pas rassuré bien sûr les Japonais, mais ceux qu'on a rencontrés ici à Tokyo, beaucoup disent que d'abord ça ne les touchera pas puisqu'on est à 200 km de la zone concernée, mais il y a aussi ceux qui se demandent si dans les prochaines heures ou les prochains jours, eh bien, il ne serait pas question de descendre plus dans le sud pour éviter d'éventuelles radiations. Donc on le voit, tout cela est parfois un petit peu mélangé, il y a plusieurs opinions, mais en tout cas c'est important de le rappeler, il y a cette notion de garder son calme, et puis l'ambassade de France, elle n'arrête pas de recevoir des coups de fil, les ressortissants français qui demandent comment faire, a fortiori quand on habite dans la zone concernée, l'ambassade répond en disant qu'il faut se calfeutrer chez soi, qu'il faut faire des stocks d'eau au maximum, et par ailleurs couper les climatisations. Et les images des dégâts sont diffusées en boucle. Les Japonais qui ont du mal pour l'instant à réaliser l'ampleur de ces événements. Je vais vous donner 2 réactions pour bien comprendre. D'abord, celle d'une sismologue française qui a travaillé sur ces questions de séisme ici au Japon pendant des années. Et bien, en allumant la télévision, elle n'arrivait pas à croire que son objet d'étude pouvait avoir un tel impact et pouvait détruire à ce point une partie nord, bien sûr, de l'archipel, avec en plus de cela, bien sûr, le tsunami qui n'a rien arrangé, loin s'en faut. Autre réaction, beaucoup plus étonnante, d'un Japonais qui ne voulait pas encore cet après-midi allumer sa télévision, de peur de voir des images qui pourraient le chambouler. Il ne voulait pas donc allumer son poste. Et puis, pendant ce temps, il y a aussi ceux qui s'organisent en vue d'éventuelles nouvelles répliques. Par exemple, ici, à Ginza, quand vous cherchez une chambre d'hôtel, bien souvent, au standard, on va vous dire, vous savez, il peut y avoir des pannes électriques cette nuit, on a tout prévu, et l'hôtel de vous dire qu'il y a des lampes de poche dans les chambres, au cas où.
Les Japonais qui doivent observer plusieurs consignes, confirmation avec le porte-parole de l'ambassade du Japon en France. On l'écoute. De rentrer chez soi, de faire des provisions d'eau potable en bouteille, et puis de se faire feutrer, en fait, couper les circuits, notamment de ventilation, afin de se protéger dans son domicile. Les autorités japonaises ont dit que c'était jusqu'à nouvel ordre. Hein. Ils ont dit de limiter les déplacements à l'extérieur au strict nécessaire et de se doter dans ces cas-là de masques de serviettes humides pour éviter d'aspirer des particules si toutefois l'existence d'un nuage était avérée. Accident suivi avec beaucoup d'attention par la France. Le parc de réacteurs nucléaires est le plus important au monde par rapport au nombre d'habitants. 58 réacteurs dans 19 centrales. Après donc une réunion technique avec les acteurs et les responsables de ce secteur. La ministre de l'écologie et le ministre de l'industrie se sont voulus ce soir rassurants. On écoute Nathalie Kosciusko-Morizet. À ce stade, il n'y a pas d'inquiétude pour les populations des territoires d'outre-mer. D'abord parce que les rejets constatés, les rejets dans l'atmosphère au Japon sont des rejets de vapeur faiblement radioactifs, donc sous réserve d'évolutions différentes. Pour le moment, pas de danger de ce côté-là. Par ailleurs, les vents poussent vers le Pacifique et enfin, il y a peu d'échanges de vent entre hémisphère nord et hémisphère sud. Un accident au Japon qui relance bien le débat en France sur les risques du nucléaire. Les opposants rappellent que certaines centrales sont installées sur des failles ou au bord de la mer. Explication de Sandra Boulanger. Le Japon assurait avoir pris toutes les précautions. Et pourtant, l'une de ces centrales n'a pas résisté à cette double catastrophe naturelle, séisme puis tsunami. Un tel accident serait-il possible en France? On a construit des centrales sur des failles. C'est le cas de Fessenheim, c'est le cas de Cruas, c'est le cas aussi d'installations nucléaires dans la région de Cadarache. Et en France, il y aura toujours des risques de séisme. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un accident nucléaire. C'est pour ça qu'il faut sortir du nucléaire. Des centrales sur des failles, mais également près de la mer. C'est le cas de celles de Flamanville et de Panly. Les écologistes exigent donc un état des lieux. Ma première demande envers notre agence de sécurité nucléaire, c'est qu'il publie les risques sismiques qui existent en France et qu'il publie les mesures de sûreté qui sont prévues de faire en cas de tremblement de terre. La justice a rejeté mercredi dernier la plainte de plusieurs associations qui demandaient la fermeture du site nucléaire de Fessenheim, une centrale qu'elle juge obsolète et incapable de résister à un séisme. En direct avec nous par téléphone, Noël Mamère, député maire de Bègle, Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Noël Mamère. Alors on vient d'entendre, les autorités de sûreté donc japonaises se veulent rassurantes, la France se veut également rassurante. Est-ce que nous avons des raisons de l'être ce soir? Nous n'avons pas de raison d'être particulièrement rassurés avec les centrales nucléaires que nous avons en France. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons le parc le plus important du monde par rapport à la population. Et dois-je rappeler qu'il n'y a pas eu besoin d'un séisme pour que la centrale du Bladé, lors de la tempête de 1999, soit envahie par 7 mètres de hauteur en eau, au point que les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas arriver dans les délais de sécurité jusqu'à la centrale et qu'il a eu que nous le disions pour que l'omerta soit levée. Une alerte de niveau 2 avait été lancée, une alerte de niveau 3, c'est l'évacuation des populations. Donc effectivement, nous sommes dans une situation où aussi bien le lobby nucléaire que les ministres en charge de ces questions tentent de nous rassurer en nous expliquant qu'en France, tout ça, on a le sentiment d'avoir en face de nous des clones du professeur Pellerin qui, lors de la catastrophe de Tchernobyl, nous expliquait que tout va bien. Donc on ne peut pas être contrôleur et contrôlé en même temps. Il faut donc une autorité de sûreté qui soit totalement indépendante et il faut que toutes les centrales dans lesquelles il y a des problèmes qui ont été reconnus par l'ADF, notamment ce qu'on appelle les injecteurs de pression, c'est-à-dire ce qui permet de refroidir le cœur de la centrale, qui donc il est en ce moment, qui a lieu en ce moment au Japon, et il faut que ces centrales, pour l'instant, soient arrêtées. Donc c'est-à-dire pour vous, en fait, ce scénario de l'accident confirme évidemment la fragilité du système, ça veut dire qu'un réacteur arrêté, même arrêté, reste difficile à contrôler. Il faut savoir qu'un réacteur arrêté, il a besoin d'être refroidi. Donc il a besoin d'être contrôlé en permanence. Donc l'EDR, c'est la conjugaison, c'est la somme des problèmes liés aux déchets qui peuvent durer plusieurs millions d'années et la vulnérabilité de ce système industriel
face aux intempéries, face aux catastrophes naturelles telles que celles que l'on découvre au Japon, étant qu'il n'y a pas de risque zéro. Et quand il y a des problèmes, vous voyez l'ampleur que cela peut prendre. Justement, est-ce que vous restez inquiet ce soir sur la situation, encore une fois, au Japon, avec d'autres réacteurs nucléaires qui présentaient apparemment d'autres Et bien sûr que nous restons inquiets pour la situation au Japon. La région dans laquelle a eu lieu cet accident, il y a 11 réacteurs nucléaires. Il y en a même celui qui est atteint, c'est l'un des 25 les plus puissants au monde. Je suis allé à l'invitation des écologistes japonais il y a quelques mois faire une tournée au Japon, et notamment autour du surgénérateur qui s'appelle Monju, qui est du type de superphénix, qui a été arrêté plusieurs fois et que les autorités japonaises veulent relancer. La société civile japonaise, elle est extrêmement inquiète et elle voit bien aujourd'hui les conséquences de cette panne qui est liée au tremblement de terre et au tsunami. La réalité, c'est qu'il y a 300 000 personnes qui viennent d'être évacuées et on ne connaît toujours pas l'ampleur de la contamination radioactive. Et en plus, je dirais qu'en France, nous n'avons pas de chance, que nous avons un président de la République qui passe son temps à vouloir vendre des centrales nucléaires, y compris d'ailleurs M. Kadhafi. Madame la maire, vous rappeliez tout à l'heure le cas en France, c'est-à-dire l'inondation, après d'ailleurs une tempête de la centrale de Guyane, c'était en 1999. Est-ce que vous demandez ce soir le renforcement justement des contrôles et des mesures de sécurité? Et bien sûr que nous le demandons, mais je vous l'ai expliqué, je le répète ici, pour qu'il y ait des contrôles et des mesures de sécurité, il faut que les contrôles soient exercés par une autorité réellement indépendante, ce qui n'est pas le cas. La France est un pays dans lequel il y a une caste d'État qui s'appelle les ingénieurs des mines, qui ont la haute main depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sur le nucléaire civil, et qui était le prolongement du nucléaire militaire, avec la collaboration et la complicité des politiques de gauche et de droite qui se sont succédés depuis maintenant 60 ans. Et donc, il faut que le nucléaire sorte de l'omerta, sorte du secret, qu'il y ait un minimum de transparence, et même un maximum de transparence. Si nous ne voulons pas laisser vivre les Français dans l'inquiétude, chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a eu Three Mile Island, il y a eu Tchernobyl, aujourd'hui il y a cette catastrophe japonaise qui est le plus grand accident nucléaire depuis Tchernobyl, et effectivement, comme l'a dit Michel Rivasi dans notre reportage tout à l'heure, il y a des risques dans un certain nombre de zones sismiques dans notre pays, et les séismes, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard, c'est prévu, c'est inéluctable, c'est un véritable destin. Et donc je pense que nous devons, comme le réclament les écologistes depuis des décennies, pas simplement les Français, sortir du nucléaire. Et sortir du nucléaire, ça ne veut pas dire arrêter toutes les centrales demain matin, mais c'est se donner le temps comme les Allemands, sur 25 à 30 ans, en mettant notre énergie, si je puis dire, de la recherche, de l'innovation et surtout notre argent dans autre chose que le nucléaire, c'est-à-dire dans l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Vous voyez le sort qui vient d'être fait au photovoltaïque, tout simplement, c'est le groupe de pression du lobby nucléaire qui l'a flingué. Madame la maire, merci pour cette réaction donc ce soir en direct, et vous l'évoquiez à l'instant, la mobilisation des mouvements écologistes dans l'ensemble de la planète. Cette image, une chaîne humaine anti-nucléaire en Allemagne, une manifestation qui a donc rassemblé environ 60 000 personnes aujourd'hui pour dénoncer un projet de rénovation d'une centrale dans le sud-ouest du pays. Les écologistes qui ont évidemment profité de cette manifestation pour dénoncer également l'accident dans la centrale du Japon. L'opération de recherche et de secours qui continue dans tout le nord-est du pays. Des milliers de sœurs sont mobilisées. Ils seront rejoints par des équipes étrangères. La France envoie d'ailleurs dès l'année prochaine 2 détachements de sécurité civile. Ce soir, les chiffres des disparus ont été très nettement revisés vers la hausse. Des corps ont déjà été retrouvés au milieu de l'enchevêtrement de débris. Explication Émeric Barreau. Sur ces panneaux, une liste qui ne cesse de s'allonger, celle des personnes portées disparues. Les familles tentent péniblement de se renseigner pour retrouver leurs proches. Les autorités sont particulièrement inquiètes concernant le port de Minami-Sandrikou, situé au nord de Sendai, l'épicentre du séisme. La ville est noyée sous les eaux. Selon la télévision japonaise, la préfecture est en nouvelle de plusieurs milliers d'habitants. Sans relâche, l'armée et les secouristes continuent leur travail de recherche. Ici, ils viennent de sortir un blessé prisonnier des décombres. Plus loin, image rare, une scène de retrouvailles. Cette fille qui a passé 20 heures dans l'eau retrouve enfin son père. Au total, 215 000 personnes ont pu être secourues et évacuées vers des abris. L'urgence est désormais de subvenir aux besoins des survivants.
En raison des coupures électriques, les usines d'assainissement d'eau ne fonctionnent plus. Plusieurs centaines de milliers de Japonais sont privés d'eau potable et soumis au rationnement. Et les États-Unis également apportent leur soutien au Japon, opération qui mobilise notamment 2 porte-avions. Nous allons retrouver à Washington en duplex pour BFM TV Apolline de Malherbe. Bonsoir Apolline, c'est un soutien en hommes et en matériel. Oui, ça y est, l'aide américaine, elle a commencé à arriver, une opération qui a été globalement baptisée opération Tomodachi, opération amitié en japonais. Il y a 47 000 soldats américains qui sont en permanence déployés sur l'archipel japonais. C'est eux qui ont été mobilisés pour pouvoir accueillir, coordonner l'arrivée de l'aide. La première aide à être arrivée, elle est arrivée à Shiroishi, tout près de la zone du sinistre. 2 hélicoptères, des SH-60, venus de bases militaires américaines, ont apporté 700 kilos de riz et de pain. C'est la toute première aide à être arrivée. 8 bateaux sont également en route vers le Japon depuis les autres bases américaines du Pacifique. Et un porte-avions, le USS Ronald Reagan, est en route. Il servira au large de bases de ravitaillement pour les forces japonaises et internationales. Globalement, dans toutes les bases de la région, tous les hommes, les hélicoptères et les avions américains ont été repositionnés pour pouvoir être déployés immédiatement. Et au-delà de l'aide militaire, il y a aussi une aide spécialisée qui a été envoyée par les États-Unis. Une équipe a quitté tout à l'heure Washington depuis la Virginie, direction Los Angeles. Là, elle sera rejointe par une seconde équipe de sauveteurs, en tout 150 hommes, 12 chiens. Pour la plupart, ils avaient été aidés en Haïti il y a un an. Ils devraient arriver au Japon d'ici dimanche soir, peut-être au plus tard lundi matin. En revanche, les États-Unis précisent que le Japon ne leur a pas demandé d'aide concernant les centrales nucléaires. L'aide américaine, pour l'heure, se concentre donc uniquement à la recherche de survivants. Ici, sur le sol américain, les Américains veulent aider. La Croix-Rouge américaine a mis en place un système d'aide et de dons par texto. Et sur toutes les télévisions, sur toutes les radios, cet appel aux dons est relayé. Apolline de Malherbe, merci pour ces informations ce soir à Washington. Et puis, difficile d'évaluer encore l'ampleur des dégâts. Le chaos, il se chiffre selon les premières estimations en dizaines de milliards d'euros. Et les infrastructures, notamment, ont été très touchées. Explication Grégoire Sauvage. C'est une force capable de transporter les voitures sur le toit d'un immeuble ou de faire échouer des bateaux.